Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h à la une de l'actualité. Le retour en force des délestages depuis quelques semaines des quartiers. Donc les Sénégalais renouent avec ce calvaire. La panne de 3 centrales de la Sénélec est un bluff selon certains consommateurs. Du nouveau dans l'affaire du meurtre de la petite Koumba Sow à Tessékéré, la gendarmerie arrête la personne pressentie par la mère de la victime. Célébration de la journée mondiale de l'hépatite, une pathologie qui tue en silence plus de 2 millions au Sénégal. Nous aurons comme invité en fin d'édition M. Ibrahim Gueye. Il est le président de l'association Safara Hépatite Sénégal. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de recevoir TFM chez vous. Retour en force des coupures d'électricité dans certains quartiers de la capitale, tels que Grand Yoff et Liberté 6, pour ne citer que cela. Le calvaire des populations est réel. Ces dernières rejettent les explications d'ailleurs de la Sénélec comme quoi 3 centrales sont en panne. C'est un reportage de Fatima Ba Dembandao. Dakar renoue avec ses coupures d'électricité. Ces femmes trouvées dans un salon de coiffure à Grand Yoff ne disent pas le contraire. Dans ce quartier populaire de la capitale, les activités tournent au ralenti. On peut rester toute une journée sans avoir d'électricité. Je gère un salon de coiffure, donc sans électricité, je ne peux pas travailler. Vous m'avez trouvé ici en train de dormir parce que je n'ai rien à faire. Maintenant, il faut changer de fonctionnement. On ne peut pas faire de stockage parce qu'il faut calculer les coupures. Maintenant, tu es obligé de limiter tes produits pour pouvoir les écouler et acheter constamment. Bon, il faut changer de système. Même constat à Liberté 6 Extension. Ici, les habitants craignent pour leur sécurité. On n'a pas d'eau fraîche. Bon, les aliments pourrissent. Des fois, on coupe les jeunes dans le noir. Bon, c'est pas facile. Pose problème parce que là où nous sommes, le quartier est un peu enclavé. Bon, la nuit, pas de lumière, il y a l'insécurité. Sur les 3 centrales de la Sénélec qui seraient en panne, ces Sénégalais disent ne pas y croire. Moi, je ne crois pas à cette histoire de centrale en panne. C'est juste que la Sénélec a de sérieux problèmes. Pourtant, à la fin du mois, si tu ne payes pas, ils n'essaient même pas de savoir le pourquoi. Ils vous coupent. Ils n'ont qu'à les réparer parce que ça fait plus de 3 ans qu'on est dans le noir. Le nouvel régime, je n'ai pas vu beaucoup d'amélioration chez eux. Ils doivent faire beaucoup de choses, beaucoup de choses même. Lors du dernier conseil des ministres, le président Macky Sall avait promis de réorganiser la Sénélec afin de faire face au délestage. En attendant, les Sénégalais prennent leur mal en patience. Fatima Taba, merci. Nous vous le disions en titre du nouveau dans l'affaire du meurtre suivi de viol à Tessékéré. Les gendarmes de la brigade de Dara dans le département de Linguère ont arrêté donc la personne soupçonnée par la mère de la victime à Lagbar. Commentaire compte rendu plutôt Mamadou Mangane. Les déclarations faites sur la TFM la semaine dernière par la mère de la victime, Awa Diallo, ont poussé les éléments de la gendarmerie de Dara, conduits par le commandant Omar Sissé, à mettre les bouchées doubles dans ces investigations. Un important nombre d'enquêteurs se sont déplacés sur les lieux pour recueillir d'amples informations et procéder à des constatations sur tout l'itinéraire suivi par la victime. C'est ainsi que la sœur de la victime a révélé qu'elle aurait vu M. Diallo, originaire de Labgar, rôder aux alentours de la scène du crime. Une fois ces remarques en main, les gendarmes de Dara se sont transportés à Labgar, une localité située à 80 km de Linguère, pour rechercher et interpeller le suspect. Le présumé meurtrier est conduit à l'unité et placé en garde à vue à Dara en attendant la confrontation des différentes déclarations. La famille de la victime, elle, exige que la vérité jaillisse sur ce viol doublé de meurtre à Tessékéré. Mamadou Mangane, merci. À présent, une note de santé dans ce journal. Célébration de la journée mondiale de l'hépatite B au Sénégal. Ils sont plus de 2 millions contaminés par le virus des hépatites B et C. Les acteurs veulent renforcer les acquis pour mieux prendre en charge ces pathologies. C'est un reportage de Fatou Kinedem Mardian. Selon des statistiques, 65 millions d'Africains sont touchés par les hépatites B et C, causant la cirrhose et le cancer du foie.
Le Sénégal n'est pas à l'abri avec plus de 2 millions de personnes contaminées de façon chronique par le virus des hépatites B ou C. La prise en charge est onéreuse. Pour un prix de 50%, c'est-à-dire il y a le médicament qui coûtait 159 000 francs et ça par semaine, on ne l'a pas précisé, hein, c'est 159 000 francs par semaine pour un coût total de 48 semaines qui fait 1 an à 7 800 000. Et pour les malades qui sont dans les régions, ils vivent d'énormes problèmes. Parce que le fait de quitter les régions, venir à Dakar pour un seul rendez-vous, et parfois même ces rendez-vous ne sont pas assurés, le malade doit retourner avec son état sans pour autant être consulté. Mais je pense que la meilleure des choses, c'est de trouver des médecins référents sur place pour prendre en charge la pathologie de ces gens-là. Encore des efforts à faire pour éradiquer ce fléau. L'heure est alors au renforcement des stratégies de lutte. Les laboratoires pharmaceutiques ont été les premiers à répondre en diminuant de 50% le coût des médicaments. Mais nous avons un engagement fort également du ministère de la Santé pour pouvoir rendre accessibles ces médicaments. Par rapport à la prévention, le Sénégal a eu à introduire le vaccin de l'hépatite et cela nous permet de couvrir les jeunes enfants à partir de 6 mois et avec 3 contacts. Et notre réflexion se porte sur la possibilité de rapprocher cette vaccination pour que dès après la naissance, qu'on parvienne donc, si nos moyens nous le permettent, à vacciner donc les enfants qui sont exposés aussi à bas âge au virus de l'hépatite. Au Sénégal, continuons le combat contre les hépatites. Ce thème fait appel à une approche communautaire et à des ressources financières consistantes. Ainsi, le ministère de la Santé et de l'Action sociale travaille pour la hausse du budget alloué à la santé et l'espoir est permis pour atteindre les 15% d'ici 2015. Une autre pathologie, le choléra, actuellement proche des frontières du Sénégal. Des mesures de prévention sont annoncées par le ministre de la Santé. Eva Marie Coll Seck s'est prononcée en marge de cette journée mondiale de l'hépatite B. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et là, nous parlons de tout à fait autre chose. Retour sur la décision du chef de l'État, Macky Sall, de mettre fin au retard et absence répétées dans l'administration. Des organisations syndicales donnent leur approbation. Ils craignent en revanche que le déficit d'infrastructures impacte sur l'application de la mesure. Adiatala Mardia. Des syndicats accueillent favorablement les mesures contre la violation des horaires de travail et les absences de complaisance. Une véritable entrave au bon fonctionnement de l'administration, particulièrement dans l'enseignement. Au Sénégal, dans le secteur public, il n'y a que les enseignants clés en main qui arrivent à l'école à l'heure et qui quittent à l'heure et qui ne s'absentent pas. Au niveau des services déconcentrés, que ce soit des IA et des IDEN, il y a également ce problème qui est constaté et qui souvent est à l'origine souvent des retards de paiement des salaires, souvent à l'origine du retard de paiement des reliquats des professeurs vacataires. Je crois que tout cela impacte sur le bon fonctionnement du système éducatif en termes de prise en charge des salaires et des reliquats des professeurs vacataires. Les travailleurs, s'ils se réjouissent de la décision, ils suggèrent cependant des préalables à la mesure. Si les gens n'arrivent pas à manger donc à l'heure de la pause, ils sont obligés de se débrouiller. Et c'est dans cette débrouillardise qu'il y a donc toutes les opportunités pour donc soit ne plus revenir ou bien aller faire autre chose. Beaucoup d'agents veulent venir à l'heure, mais quand ils se rêvent, ils n'ont pas, disons, le quart. Il y a des gens qui viennent à l'heure à 8 h, mais c'est après s'être réveillé peut-être à 4 h ou à 5 h du matin. Et vous êtes couché à quelle heure? Souvent à 22 h ou à 21 h parce que vous n'avez pas eu le bus. Bon, dans les pays développés, nous savons que le service public du transport est assuré par l'État. Il ne faut pas qu'on oublie aussi les femmes. Parce qu'au niveau des hôpitaux, dans certains projets d'établissement, il était même question, en dehors, disons, des crèches, donc de créer des pouponnières, etc., de créer aussi d'autres structures pour que les femmes donc, qui allaitent puissent trouver les conditions d'allaiter leurs enfants. La fréquence des cérémonies familiales et parfois la distance qui sépare les lieux de travail des habitations pour certains, à cause de la concentration de l'administration en ville, l'application de la mesure ne va-t-elle pas se heurter à certains obstacles?
Toujours dans ce registre, les sentinelles de la République embouchent la même trompette. Le coordonnateur de l'association Sentinelle estime que ce phénomène d'absentéisme demeure effectivement dans l'administration et il compte désormais veiller au grain. Mamadou Simeng est au micro de Dissa Prera et de Mardia. C'est-à-dire amener les Sénégalaises et les Sénégalais à un changement de comportement de manière générale. J'ai dit tantôt que nous ne veillons pas que sur l'État, mais nous allons également, nous l'avons dit lors de notre Assemblée générale, être très proches des populations. Pour que si les populations ont des comportements, en tout cas qui n'étaient pas des comportements citoyens, qu'on puisse également nous jouer notre partition dans le changement de comportement de ces populations. C'est vrai, l'absentéisme et le retard, c'est surtout dans les institutions publiques que nous le notons, mais comme c'est le premier des Sénégalais qui en a fait, en tout cas un combat, je pense que ça pourra réussir. Et nous invitons aujourd'hui les Sénégalais à changer de comportement, effectivement, de mériter leur salaire en allant travailler de manière régulière, de manière assidue et ponctuelle. Politique à présent, qui sont les hommes de l'hémicycle ce soir? L'argentier de l'Assemblée nationale nous intéresse, le questeur, un poste très convoité par les députés. Quelles sont ses tâches, sa mission en prélude à l'installation des députés ce 30 juillet? Voici des éléments de réponse dans ce reportage de Marie-Christine Mendy et Atanarba. La mission première des questeurs est d'assurer l'autonomie de gestion de l'Assemblée nationale en matière financière, comptable et administrative. Le questeur joue un rôle prépondérant dans le cadre de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il a 3 missions essentielles. Une mission de gestion du budget de fonctionnement de l'institution parlementaire. Maintenant, il y a un autre rôle extrêmement important, c'est le rôle d'administration interne de l'institution. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a des fonctionnaires de l'État qui ne sont pas des élus, mais qui sont là en tant qu'expertise, en tant que compétence, au service des députés, pour les aider à mieux gérer leur rôle de représentation nationale. Donc, il joue ce rôle d'intermédiaire entre les députés et l'administration interne, dirigée par un secrétaire général. Maintenant, le troisième rôle, c'est le rôle d'assurance des relations entre les députés et les fonctionnaires, les services. Chaque député aura besoin de notre service. Et là, c'est le questeur qui joue ce rôle-là. Dans ce sens, leur présence est indispensable dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Quand on exige la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, je me demande qui doit gérer l'aspect financier du fonctionnement de l'Assemblée nationale, de tous les parlements, même s'il s'agit du Sénat. Il faut quelqu'un qui administre les crédits sous la responsabilité et la surveillance du président de l'Assemblée nationale. Qu'on l'appelle questeur ou pas, il y a forcément quelqu'un qui s'occupe de ça et il doit être un élu. Le questeur est utilisé au sein des parlements. Donc c'est extrêmement important dans le cadre du fonctionnement et de l'indépendance de l'Assemblée nationale vis-à-vis de l'exécutif. Donc le questeur pour moi est incontournable dans le cadre d'un fonctionnement de l'Assemblée nationale. 2 questeurs sont élus en même temps que le président de l'Assemblée nationale. En revanche, chaque année leurs mandats peuvent être renouvelés en fonction de leur efficacité. Le paysage politique s'enrichit d'une nouvelle formation. L'Union centriste du Sénégal est dirigée par Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor. L'UCS compte participer aux prochaines joutes électorales. J'en suis parvenu. Ce sont des propos recueillis par Demba Ndao. Nous venons de lancer officiellement aujourd'hui notre parti après une série de réunions des différentes commissions qui travaillent autour des statuts, autour de l'organisation même du congrès, autour de la communication du parti. Aujourd'hui, nous avons tenu l'Assemblée générale constitutive, ce qui nous permet dès lundi de déposer notre dossier constitutif du parti au niveau du ministère de l'Intérieur, ce qui nous permettra aussi valablement de participer à la prochaine réunion à laquelle nous convie l'International démocratique centriste. C'est un faux procès qu'on fait souvent aux hommes politiques, en particulier qui proviennent de la Casamance. Chaque fois qu'on a créé un parti politique, on l'a taxé de régionaliste, alors que les autres ont toujours une base régionale avant d'aller à la conquête de l'Est du pays. Et je considère que moi, je n'ai pas honte d'avoir une base au niveau de ma région. Mais ce que je peux surtout affirmer, c'est que le parti est un parti national.
Abdoulaye Baldé, le président de l'Union centriste du Sénégal, a fait face à la presse cet après-midi. Le collectif des formateurs du Centre national de qualification professionnelle alerte les autorités sur les difficultés qui plombent le fonctionnement de l'école, des difficultés qui ont pour nom gabegie et manque d'infrastructures. Ils ont fait face à la presse ce matin. Oumar Ba, délégué du collectif, s'entretient avec Adia Talla et Mardia. Entre 2010 et 2011, la masse salariale de l'administration a augmenté de 33%. Donc ce qui fait que toutes les ressources générées sont absorbées par l'administration, reléguant au second plan donc les questions pédagogiques. Si on visitait les ateliers ou bien les salles de cours, on n'a même pas une barre de craie, de quoi écrire au tableau. Donc tout ce qui est pédagogique, et plus qu'on parle de l'enseignement technique, mais il y a un minimum qu'il faut. Donc il nous faudrait quelqu'un qui connaît les rouages de l'enseignement technique pour pouvoir développer le centre. Nous voulons aviser ou sensibiliser les autorités sur les situations que nous vivons, parce que le centre ne fonctionne pas, il faut oser le dire. La guerre des sketchs télévisés en ce mois béni de Ramadan, une pléthore de séries est proposée aux téléspectateurs au moment de la rupture du jeûne. Stratégie commerciale ou simple approche sociale, la RTS, la TFM et Walf TV choisissent souvent l'heure de la rupture du jeûne. Reportage Amina Baresso, Mardian et Yaya Diallo. Le Ndogou de Saner, Ndogouli, le Ndogou de Birama, autant de sketchs humoristiques qui accompagnent les Sénégalais au moment de la rupture du jeûne. À la télévision publique sénégalaise comme dans les télévisions privées, on rivalise d'ardeur pour faire rire les jeûneurs. En réalité, c'est paradoxal, mais le Sénégal est un pays à 95% musulmans, mais la plupart des musulmans s'intéressent à leur religion au mois de Ramadan. Et c'est pourquoi nous avons ciblé ce mois à chaque fois pour au moins corriger ces musulmans, mais en riant. Après avoir quand même chargé de programmes religieux, comme qui dirait une petite soupape de sécurité, quoi, qui respire un peu. Et donc on leur passe 5 bonnes minutes de rire et de détente. La TFM avons choisi de diffuser des sketchs de 5 minutes juste avant la coupure du jeûne. Pourquoi? Pour déstresser les musulmans, parce qu'après une journée de longue labeur, une journée de faim, parce que c'est le mois de Ramadan, c'est normal, il faut juste 5 petites minutes pour se déstresser avant de couper son jeûne. Au-delà de l'aspect humoristique, ces plages horaires sont mises à profit pour renflouer les caisses de la boîte avec les spots publicitaires. Nous sommes la télévision de service public, mais nous sommes obligés d'utiliser les mêmes armes que les télévisions commerciales, parce que sinon on ne survit pas. Vous savez, actuellement, le grand combat de la télévision, c'est la redevance, parce que l'État n'arrive plus à donner les moyens qu'il faut. Dans les sketchs, il y a une visibilité de leurs produits. Dans le synopsis, c'est inclus, ou bien ils choisissent, on le met en spot début ou en spot fin, billboard début ou billboard fin. Tout ça, ça incite l'annonceur à prendre des sketchs ou des programmes qu'ils jugent intéressants. En général, tout ce qui vend intéresse les télévisions, les médias, parce que aussi n'oubliez pas que nous sommes des télévisions privées. À chaque fois qu'il y a des recettes, donc on songe parfois aux dépenses et on s'intéresse quand même aux produits. Et je pense que ces sketchs aussi constituent de véritables tribunes maintenant. Le mois béni de Ramadan est une occasion pour nombreuses entreprises de faire leur promotion. Ces séries humoristiques en font partie. Les télévisions y trouvent leur compte. Les téléspectateurs aussi. kenn waralul waxtu ki la ñu bika aman to wa bil adish chat waaye kon dog ñoo ay kay dog ñoo. Durant ce mois de Ramadan, le groupe Futur Média donc accompagne les foyers religieux. La direction du groupe s'est rendue hier à Medina Baye, à Kaolack, dans la famille Niassène. À ses bagages, un important don de vivres, un geste qui sera élargi aux autres confréries. L'assurance a été donnée par le directeur général du groupe Futur Média, Mamadou Ibra Kane, qui est au micro de Alfousseynou Diagne. Le mois de Ramadan, qui est un mois béni, qui est un mois de solidarité, est une opportunité pour nous, pour aller vers les familles religieuses, les grandes familles religieuses du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à Kaolack, à Medina Baye, pour venir dire au Khalife toute notre estime pour lui et la communauté qu'il dirige, mais aussi pour lui exprimer toute notre solidarité. Ce geste est un
petit geste, mais il vient du plus profond de notre cœur. Nous estimons aussi que nous avons un devoir vis-à-vis de toutes les religions en réalité, parce que Youssou Ndour, qui est le promoteur du groupe Futur Média, nous a toujours dit « Faites en sorte d'être le miroir du Sénégal à travers la TFM ». Mais aussi en écoutant la RFM, c'est que quand on l'écoute, on s'entend. Non seulement on l'écoute, mais on s'entend. Quand on lit le journal L'Observateur, on le lit, mais on se lit également. C'est ce qui explique cette démarche. Il se trouve d'ailleurs qu'elle coïncide avec les 10 ans du groupe Futur Média, en cette année 2012. Pape Laider, bonsoir. Vous avez bien pris le temps de couper, n'est-ce pas? Oui, une petite coupure, mais bon, là, on se jette à l'eau avec la page des sports. La lutte d'abord, le CNG frappe Boy Niang 2 et son père. Le lutteur est exclu de l'arène pour 5 ans. De Gaulle, son papa, 3 ans. Des sanctions qui font suite aux auditions de Zoss et Boy Niang par le CNG, le Comité national de gestion de la lutte. Défait par le lutteur des Parcelles, le Pikinois a agressé Zoss lors du face-à-face d'après-combat organisé par Gaston Meng. Zoss avait terrassé, rappelons-le, Boy Niang 2. Le football local pour terminer avec le foot professionnel donc, qui retrouve les terrains ce week-end avec les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le Jaraaf de Dakar s'est imposé cet après-midi devant la Renaissance, 2-0. Pikine Uzo a été reporté. Les deux équipes arboraient les mêmes couleurs selon notre reporter sur place, cher Sadibou Diarra. Nous y reviendrons plus tard. Notez les deux rencontres ce dimanche. C'est Casa Sport Yogo donc et le déplacement de Djambar à Dakar face à Niary Tally. C'était là l'essentiel pour le sport, Ndeye Fatou. Voilà, merci à vous, Pape Abdoulaye Der. Mesdames, Messieurs, avant de recevoir notre invité Ibrahima Gueye, président de l'association Safara Hépatite Sénégal. Vous le savez, à l'occasion de la journée mondiale de l'hépatite B, célébrée ce 28 juillet. Je vous rappelle donc l'essentiel de l'actualité développée au cours de ce journal. Le retour en force des délestages depuis quelques semaines. Les Sénégalais renouent avec ce calvaire. La panne de 3 centrales de la Sénélec est un bluff selon certains consommateurs. Et puis, du nouveau dans l'affaire du meurtre de la petite Koumba Sow à Tessékéré, la gendarmerie arrête la personne soupçonnée par la mère de la victime. Vous avez suivi donc le reportage de Mamadou Mangane qui était sur les lieux avec la gendarmerie. Et puis, célébration de la journée de l'hépatite B. Donc, la communauté internationale célèbre cette pathologie. Nous allons recevoir sur ce plateau tout de suite Ibrahima Gueye, qui est le président de l'association Safara Hépatite Sénégal. Safara Hépatite Sénégal. Ici donc au Sénégal, Monsieur Gueye, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'hépatite B, votre association, depuis plus d'1 an, lutte contre cette pathologie. Où en êtes-vous actuellement? Est-ce qu'il y a un petit bilan? Bonsoir. Exactement, nous avons une association très jeune qui a été créée récemment et reconnue officiellement le 15 novembre 2011. Et nous venons réellement de démarrer nos activités qui ont été lancées aujourd'hui. Donc, il y a un bilan pour le moment qui ne peut pas être global, mais quand même qui est satisfaisant dans un premier temps. Donc, sur ce bilan, nous pouvons dire que nous avons commencé à inciter les gens au dépistage dans un premier temps, mais là nous commençons à toucher le grand public, qui est notre objectif principal. Alors vous avez parlé de Safara Hépatite Sénégal. Donc entendons-nous que vous voulez prévenir ou guérir? Non, d'abord il y a la prévention avant de parler de guérison. Mais la guérison elle est possible. Et moi-même, je peux en attester la preuve. Mais il est possible. Mais d'abord, avant de parler de guérison, il faut parler de prévention. Aujourd'hui, quel est votre objectif premier? Notre objectif premier, d'abord, c'est d'assurer, de sensibiliser et d'informer et d'assurer un plaidoyer au niveau des décideurs et des leaders d'opinion. Du même coup, informer et sensibiliser le grand public.
En quoi faisant sur le terrain? Ce sont des opérations? Comment ça se passe? Non, on va animer déjà aujourd'hui. La preuve, on a commencé aujourd'hui par animer un stand d'information et de sensibilisation qui a été dédié au grand public à la place de l'Obélix. Donc, c'est des actions comme ça que nous comptons mener. La preuve, on va profiter du mouvement Nevetan qui va bientôt démarrer au mois d'août pour nous s'appuyer sur ce mouvement-là en faisant des campagnes de sensibilisation au niveau des terrains et au niveau des associations de Nevetan. Alors actuellement, vous avez des difficultés concernant la prise en charge de cette maladie. On sait que le vaccin, est-ce que le vaccin est accessible d'ailleurs? Non, du tout, du tout. Le vaccin n'est pas accessible aux patients vu la cherté du médicament. Déjà, sur ce plan-là, si on parle de prix, ce sont des prix qui sont vraiment excessifs. Parce que pour avoir un traitement efficace, il faut prendre un traitement pour 48 semaines. Un an, et chaque semaine le traitement revient au patient à 159 000 francs, c'est-à-dire 159 000 francs par semaine. Si on fait les calculs dans le mois, ça va revenir à 630 000 et annuellement à 7 800 francs, ce qui n'est pas à la portée des Sénégalais. Alors, on parle de l'hépatite B comme une maladie silencieuse, en l'instar même du sida. Ils ont les mêmes symptômes à peu près. Aujourd'hui, comment comptez-vous combattre cela? Exactement, il faut le reconnaître, c'est une maladie qui est très silencieuse, vu l'évolution de la pathologie, parce qu'au départ, il n'y a pas de signaux au départ. L'individu est très bien portant et peut vivre avec la maladie avec plus d'une vingtaine d'années, 30. Qui sont exposés réellement? Ceux qui sont exposés réellement, dans un premier temps, toute la population sénégalaise est exposée, ça il faut le reconnaître. D'abord, de par les chiffres du ministère de la Santé qui parle. 2 millions au Sénégal? Oui, parce qu'on vous dit que 85% de la population ont été au moins une fois en contact avec le virus. Ça veut dire quoi? C'est très important. Et c'est alarmant même à la rigueur, à la limite du moins. Parce que quand on parle de 85%, moi, il y a un point sur lequel je voulais m'appesantir un peu. C'est, si on revient en arrière, il y a 30 ans, le mode de vaccination qui se faisait dans ce pays, c'était quoi? On vaccinait les gens par un grand seringue qu'on appelait pistolet. Et dans ce pistolet, il y avait le vaccin à l'intérieur, mais avec une seule aiguille. Et c'est avec même aiguille qu'on piquait tout le monde? Tout le monde. Ça veut dire que tout le monde est aujourd'hui exposé. Alors 85% donc sont exposés à cette pathologie. Exactement. Donc ils sont en contact direct ou indirect par rapport à cette pathologie. Mais quels sont les modes de contamination alors? Les modes de contamination, on parle déjà, c'est une maladie qui est héréditaire, c'est-à-dire qui peut, de par le sang. Donc c'est une maladie qu'on peut contaminer exactement par les injections, mais surtout la transmission de mère-enfant aussi, ça mérite une attention particulière. En tout cas, Monsieur Ibrahima Gueye, bonne chance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle qu'il est le président de l'association Safara Hépatite au Sénégal. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Chérif Dia et Pierre Da Silva pour la réalisation. On se retrouve demain, Inch'Allah. Merci, Monsieur Gueye.